Salut l'équipe, quoi de mieux pour commencer la semaine qu'une petite vidéo basket et forcément on va revenir sur cette Coupe du Monde de basket qui a vu les Français arracher une médaille de bronze et qui a vu surtout les Espagnols décrocher un deuxième titre mondial après celui de 2006. Donc voilà, on va débriefer tout ça, cette belle compétition, cette belle quinzaine qui nous a vu traverser beaucoup trop d'émotions. Avec moi pour en parler, c'est un petit peu mon coach, c'est un petit peu mon ami, c'est mon expert, c'est un petit peu tout ça à la fois. C'est Christophe Denis qui revient. Comment vas-tu Christophe? Je vais super bien, Erwan. Mais vraiment très très bien. Voilà, tu vois, j'ai passé un week-end formidable et puis j'ai vu beaucoup de basket. Et voilà, bah, en fait, comment ça se passe les entraînements à Malakoff? Parce que donc Christophe Denis est donc l'entraîneur de l'équipe première de Malakoff. Dis-moi comment on bosse. Est-ce qu'Arthur Sen, qui est venu aussi là, est bien dans les systèmes? Je l'ai vu auprès de vous. Mais heureusement qu'Arthur est au sein de cette équipe-là, voilà, parce que je pense qu'il arrive à colmater plein de choses qui nous manquaient par le passé. On fera l'émission spéciale Malakoff en fin de saison. Il va bien, c'est une aide précieuse. En tout cas, sur ta première venue ici dans l'émission, il y a eu beaucoup de retours très positifs. Ils aiment ta qualité technique dans le phrasé. Ouais. On espère que tu vas encore nous régaler. Toi, on ne te présente plus. Bah, j'espère. J'ai mis un t-shirt avec les couleurs de la médaille qu'on a récupérée. Oui, c'était un petit dégât. Alors, les rageux diront couleur merde. Ou certains couleurs bronze. Après, mais ça sera le débat tout à l'heure. La médaille en chocolat aussi, ça ne l'est pas. Ça sera le débat tout à l'heure. Tout à fait. Mais je suis ravi parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir que c'est une journée particulière puisque ce matin, Erwan, si vous ne le savez pas, a fait le matin sur le stream.fr. Tu es arrivé non seulement à l'heure, mais apparemment tu as régalé en parlant de Neymar. Et, bravo Erwan. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, donc, tu fêtes ton anniversaire. Ce sont tes 27 ans, Erwan. Et aujourd'hui, nous étions obligés de célébrer tout ça avec nos copains du rugby qui tournent juste après. On t'a mis le numéro 1 car tu es le numéro 1 dans notre cœur. Bravo, merci. Erwan, bravo pour tout ce que tu fais. Et puis, bientôt, donc, comme tu ne seras plus parmi nous, eh bien, on pourra te laisser. Bah, normalement, de la faire sim, c'est moi qui dois partir le premier, quoi. Parce que Steph a une bonne hygiène de vie, toi, j'ai 10 ans de plus que toi. Donc normalement, logiquement, la vie devrait m'appeler en premier. Donc voilà, je vais quand même souffler. Merci Apollo et à Antoine en régie aussi. Bravo. T'as fait un vœu? Même pas, tu vois, je ne crois plus en rien dans la vie. Je n'ai pas Bénédette. Ah ben si je le dis, ça n'a pas marché. Mais j'ai fait un vœu et crois-moi qu'il n'a rien à voir avec Benedetto. Revenons à nos moutons parce qu'on est quand même là pour parler basket. On va d'abord revenir sur cette finale, si on peut appeler ça comme ça. Christophe, une finale que les Espagnols, sans surprise, ont largement dominée. Les Argentins se sont quand même bien battus, ont fait un run, mais finalement l'Espagne bien trop forte pour cette Argentine. Victoire facile, 95-75. Ricky Rubio, meilleur marqueur et meilleur joueur de cette finale. On a vu des Espagnols finalement maîtriser, comme souvent, leur sujet dans ces grands moments. Bah, depuis leur victoire face à la Serbie sur le deuxième tour de la Coupe du Monde, ils ont été impressionnants. Je trouve que c'est une équipe qui a bien su gérer sa compétition, tout à fait logique, hein, quand tu regardes un peu les joueurs qui composent cette équipe-là, des joueurs d'expérience qui savent exactement quand est-ce qu'il faut être bon et au bon moment surtout. Et oui, depuis leur victoire face à la Serbie, ils ont littéralement marché sur tout le monde. Jusqu'en finale, hein, la demi-finale qui a été un match finalement le plus difficile à jouer pour eux face à l'Australie parce qu'ils sont allés au bout de 2 prolongations. Ouais, fou. Mais j'avais un peu peur justement après les 50 minutes de match face à l'Australie qu'en finale ils puissent être un peu physiquement touchés. Aucun problème. Finalement, à l'Espagnol, toujours en forme. Non, alors, mais c'est intéressant de constater. Ils se sont appuyés sur des cadres. L'axe Rubio-Margasol a fait un chantier incroyable. Et surtout, on a vu. Alors, Sergio Llull, on peut le rajouter aussi. Sergio Llull contre l'Australie a été exceptionnel. Ouais. Fernandez a aussi été très bon sur la finale. Il sort certainement son meilleur match de la compétition en finale. Il met des 3 points en sortie d'écran après 10. Il nous a rappelé à son bon souvenir. Mais surtout, on a aussi vu. Comme toujours avec l'Espagne, une nouvelle génération, notamment on pense aux frères Hernan Gomez qui ont été très bons en sortie de banc et on sent que finalement cette équipe d'Espagne, elle sera encore là dans un an ou deux. Elle est éternelle. Oui, avec un coach Scariolo. Absolument, on dirait un mot sur Scariolo qui est un coach peut-être aujourd'hui le top 3 des plus grands coachs européens de l'histoire. Champion NBA, champion du monde. On rappelle que c'est l'assistant de Nick Nurse. Absolument. C'est vrai que cette équipe d'Espagne, dans la preview, on la sentait un peu moins forte, un peu moins dominante. J'étais persuadé qu'elle était dans le deuxième groupe avec la France, avec la Grèce, derrière l'Australie, derrière des équipes comme évidemment les États-Unis ou la Serbie. Mais c'est vrai que même la France.
Moi, pour moi, c'était ce même groupe, avec la Grèce et la France. Ils nous ont fait complètement mentir avec une défense de fer. Évidemment, les équipes qui défendent fort dans ces compétitions vont très loin sur 2 semaines. La France et l'Espagne ont été impériales là-dessus. J'ai été bluffé par leur match face à l'Australie. Pour moi, ils ne doivent jamais le prendre. Tu vois, l'Australie, leur grande habitude, c'est d'éclater sur les fins de compétition, de fatigue, dans le money time. Encore une fois, contre la France, ils doivent le prendre. Ils ont le match en main et ils ne gagnent pas. Les Espagnols ont en eux d'être hyper réguliers, de défendre fort, d'avoir des mecs d'expérience qui sont capables de mettre des gros tirs. Marc Gasol sur la demi, mais il est incroyable. Et une fois que tu arrives en finale, les Espagnols, en général, quand ils vont en finale, ils gagnent. Et ça, c'est une réalité. Quand on avait parlé des demi-finales, les Argentins, je ne les imaginais pas faire un exploit. Parce que les Espagnols, c'est pas les Français. Mentalement, ils sont toujours au niveau. Christophe, t'es d'accord, Christophe, parce que tu veux me dire... Non, mais alors, tu mets le doigt là sur quelque chose qui est très important. On parlait de fin de cycle. Ça l'est très certainement pour 2 joueurs. Marc Gasol, évidemment, et Rudy Fernandez. Voilà, je pense que c'est... Et pour Gasol, Marc Gasol a dit qu'il irait aux Jeux Olympiques si son frère vient. Ouais. Si son frère vient. Et Popo a dit que normalement, alors s'il a 100%, il a dit qu'il voulait faire les JO. Hein. Voilà, c'est dans 9 mois, et quoi qu'il arrive, les joueurs d'aujourd'hui seront les mêmes dans 9 mois. Hein, il n'y aura pas parce qu'on a vieilli de 9 mois qu'on est forcément beaucoup moins bon. Les résultats, et je dis que c'est important ce que tu dis parce que c'est très certainement pas la fin de cycle de l'Espagne. Ce serait mais une erreur monumentale que de croire ça. On se réfère aux résultats de l'Espagne cet été. Ils sont champions d'Europe chez les filles, ils viennent d'être champions du monde chez les garçons, et les résultats aussi chez les jeunes, les U20, les U18, garçons et filles, ils sont médaillés d'or aussi dans ces championnats d'Europe-là. Et donc, on parlait des frères Hernan Gomez, mais il y a une tradition en Espagne. Évidemment, il y a une tradition de jeu et une identité forte qu'ils ont depuis maintenant des décennies, mais surtout des jeunes très talentueux qui arrivent là bientôt en équipe A et qui feront de l'Espagne, quoi qu'il arrive, encore sur ces 20, 30 prochaines années, très certainement, 10 en tout cas, une équipe qui sera hyper compétitive. C'est une culture, la gagne. Absolument. Et tu as raison de le dire. Espagne éternelle, Espagne éternelle. À l'image de Ricky Rubio, finalement, on a l'impression qu'il a depuis 15 piges, mais c'est toujours la panachée des joueurs qui commencent à 9 ans en milieu professionnel. Ricky Rubio, il est 90, hein, c'est ça, Thomas? Oui, 90. Comme Andrew. Donc il a même pas 30 ans. Ricky Rubio, MVP de ce tournoi, finalement, où il a maîtrisé complètement, il a amené son équipe là de main de maître, plus de 16 points, quasiment 5 rebonds et 6 passes décisives. On l'a trouvé très adroit, très influent dans le jeu. Il avait déjà donné des prémices qu'il allait dominer cette compétition dès la prépa. Alors, il a été très dominant. Au scoring notamment. Alors Ricky Rubio est un joueur, d'abord un meneur gestionnaire, un meneur juste, un très fort défenseur. On se souvient qu'il s'est mis des pelés sur Jason Parker et sur Jason Kidd aussi évidemment au JO 2000 en finale alors qu'il avait 17 ans. Ricky Rubio, là dans cette compétition, s'est mué en première option offensive. Alors je dis pas que Marc Gasol n'a pas été influent, je dis pas que d'autres autour de lui n'ont pas été influents, mais sur le pick and roll, sur l'agressivité, sur des tirs à mi-distance qu'il maîtrise. Malgré un tir qui ressemble clairement à des mecs au bar qui sont en train de justement jouer une bière à la fléchette, eh ben Ricky Rubio a été hyper dominant et hyper satisfaisant pour les fans des Suns aussi, parce que je me projette aussi quelque part sur la saison NBA et je me dis que si Ricky Rubio est en Cannes, je suis persuadé que Devin Booker va pouvoir faire une très grande saison. Bref, il fait une superbe saison et il a que 29 ans, t'as raison. Christophe, Ricky Rubio, pour toi, c'est le MVP sans conteste de cet Euro? Ah oui, déjà il revient avec la médaille d'or, donc forcément le MVP il est au sein de cette équipe-là, c'est ou Marc Gasol ou Ricky Rubio. Oui. Je les ai commentés, je crois, 4 fois sur la Coupe du Monde. Évidemment, j'ai vu la finale, j'ai vu leur demi-finale que j'ai pas commentée. Chaque début de match, c'est lui qui prend la responsabilité de la première possession, il est à la finition. Tous les débuts de match, les premiers points, c'est lui. Comme Evan avec l'équipe de France. Exactement. Et moi, au-delà des chiffres et de ce qu'il arrive à faire sur le terrain, je l'ai trouvé impressionnant dans son leadership et dans un leadership silencieux. Il n'est pas très vocal, Ricky Rubio, mais de par sa stature, l'attitude qu'il a, c'est lui le boss de l'Espagne. C'est lui qui recadre tout le monde et même les cadres, même des joueurs comme Rudy Fernandez qui ont 36 ans, il arrive à les recadrer. C'est vraiment lui le patron de cette équipe-là. Et puis moi j'adore ce joueur. On a souvent parlé de Bogdanovic, Patty Mills, etc. Mais je trouve que s'il y a bien un joueur aujourd'hui qui a drivé son équipe jusqu'au titre, c'est Ricky Rubio. C'est la première campagne, alors il est meneur titulaire, il l'est maintenant depuis quelques années, mais c'est la première campagne où finalement Ricky Rubio, c'est lui le leader dans le scoring, dans la gestion, c'est lui vraiment. Tu vois, c'est ça. Parce que le profil de l'équipe a changé. Voilà, le profil, non mais c'est ça, exactement. Rodriguez, donc fatigué, a préféré ne pas l'être, donc on lui a donné les clés
clés. Alors, il les avait, les clés de meneur de jeu, mais plus pour faire jouer les autres. Là, c'est vraiment. Pas pour Gasol non plus. Ouais, c'était vraiment lui. Là, mais bon, il a répondu. Ça veut dire que l'Espagne, en fait, quand il n'y a pas des mecs, on en donne un autre. Et ils arrivent quand même à prendre. Nous, quand il n'y avait pas Tony Parker, on avait un peu de mal. Nico Batum l'avait fait en 2014. Evan a essayé de le faire à l'Euro il y a 2 ans. Ça avait été compliqué. Babac l'avait fait. Voilà, Babac l'avait fait. Mais là, vraiment, Ricky Rubio, on lui a filé les clés du leadership à la main et au scoring. Et le titre, ça donne un titre de champion du monde. Non mais voilà, t'as tout dit. Au bout d'un moment, de toute manière, il est MVP en puissance. On aurait pu mettre Marc Gasol pour sa demi, mais sur l'entièreté du tournoi, c'est Ricky Rubio qui mérite parce qu'il a été leader dans le leadership et dans le scoring. Et ça, c'est un truc qui était entre guillemets difficile à prévoir dans le sens il a 16 points par match, donc c'est des gros stats pour le FIBA, pour le basket FIBA, surtout lorsqu'on voit l'équipe. Tu as tellement de joueurs alimentés, donc il est quand même plus de 6 passes aussi. Tu as beaucoup de joueurs qui sont capables de prendre des gros tirs. Sergio Llull, les 2 tirs qu'il met à 3 points et Marc Gasol sur la demi-finale. Tu vois, à la fin du match, c'est pas Ricky Rubio qui fait la décision contre l'Australie. Ce sont les autres. Donc c'est aussi la force du collectif de cette équipe d'Espagne qui leur a permis d'aller jusqu'au bout. Et encore une fois, fort défenseur, fort défense. Quand ton meneur de jeu est en pointe haute et capable de mettre des pressions, et ben en général, ça décante plein de trucs défensifs. Christophe, un mot sur l'Argentine. L'entraîneur argentin a déclaré: on n'a pas perdu l'or, on a gagné l'argent. Ouais, c'est magnifique. Quelle déclaration. Mais évidemment, déjà, je pense que la demi-finale contre la France est pour lui un grand succès. Déjà, je pense que lui, ça l'assoit comme étant un des meilleurs au monde. Comment ? Le quart déjà. Le quart, pardon. Le quart contre évidemment, le quart contre la Serbie. Mais la demi-finale était un grand rendez-vous pour l'Argentine parce que ça leur ouvre les portes d'une finale et de pouvoir être sur le toit du monde. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe d'Espagne qui était beaucoup plus forte, physiquement, mine de rien. Plus armée. Voilà, et un roster de fou. Mais je trouve, encore une fois, ce qu'il a mis en place, ses adaptations défensives, ses adaptations offensives aussi, parce qu'il faut savoir que l'Argentine jouait avec 7 joueurs et demi. Oui. Ouais. 7 joueurs et demi à peu près. Il a su quand même impliquer tout le monde. Il a su responsabiliser tout le monde, ce que beaucoup de coachs arrivent à faire. Mais là où je l'ai trouvé très très fort, moi, c'est dans sa relation avec les joueurs. C'est des choses qu'on a pu percevoir quand on est coach, en tout cas, sur les temps morts, sur les échauffements, l'attitude qu'il a. Je trouve qu'il a fait preuve de sérénité, de lucidité. Il a rassuré son groupe. Et finalement, il a réussi tout simplement, et c'est là l'apanage des grands coachs, c'est qu'il a réussi à pousser ses joueurs à se transcender, à aller au-delà de leurs limites, à faire quelque chose d'exceptionnel. Moi, je trouve que la médaille d'argent, elle est pour eux, en tout cas, elle vaut l'or. Bah oui. Elle vaut l'or. On les attendait clairement pas là. Quand on se rappelle ce match en prépa à Villeurbanne, où l'équipe de France les bat assez facilement, donc ils ont enchaîné, ils avaient battu le Brésil la veille, ils étaient un peu sur la jante face à la France. On n'imaginait clairement pas cette équipe d'Argentine en finale, quoi. Ouais, moi, il y a plein d'images qui me reviennent avec l'Argentine. Il y a la minute 30 d'applaudissements après chaque entraînement. Là, je sais pas si vous avez vu cette image. Canal l'a montré pendant le temps mort ou avant le match, je sais plus, où tu sens que voilà, la cohésion du groupe est au-delà de tout. Et puis tu as quand même des très 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 grands talents. Évidemment, je parle de Luis Scola qui finit dans le meilleur 5 de la compétition. Et lorsque tu fais des grandes victoires, il y a des grands hommes et des grandes performances. Et Luis Scola, ce qu'il a fait contre l'équipe de France et ce qu'il n'a pas réussi à faire contre l'Espagne aussi, eh bien, c'est une performance qui va nous hanter français. Mais pour ceux qui aiment le basket international, ils vont se dire mais attendez, le mec il a 39 piges. Alors c'était son anniversaire lors de la finale, dommage. Mais il a été incroyable physiquement, dans l'adresse, dans le leadership aussi. On parlait de Ricky Rubio, mais Luis Scola, c'est le boss de l'équipe. Campazzo était aussi merveilleux. Donc les grands talents de cette équipe-là, eh bien, on les a vus dans les matchs qui comptaient. Et c'est tout ce qu'il faut, quelque part, pour aller très loin dans les compétitions. Moi, je pense toujours à l'équipe de France. Evan Fournier et Nando ont raté leur demi-finale. Et boum, tu te fais sortir. C'est aussi simple que ça, parfois, le basket. L'Argentine qu'on ne retrouvera donc pas qu'on retrouvera donc dans un an au JO. Il y a une équipe dont je voulais parler, la Serbie est passée à côté. On reviendra sur Bogdanovic tout à l'heure quand on parlera du meilleur 5. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Team USA. Tu les as commentés. Toi, tu as commenté notamment ce match incroyable face à la Turquie où ils sont à 2 doigts déjà de perdre. Et puis donc, ils se font sortir dans ce match pour nous incroyable, mais pour eux qui a été une forme de honte, même si on a vu dans les conférences de presse, que ce soit Popovic, Harrison Barnes ou Miles Turner, on les a vus très dignes. Mais il y a quand même eu un énorme couac pour le basket américain. On savait que cette équipe-là n'était pas la meilleure. De là à finir septième de la compétition avec 2 défaites. Vilain. Le deuxième énorme couac, c'est la défaite contre la France en quart de finale. Le premier gros couac, et je pense que
Certains spécialistes en ont parlé, mais je pense qu'il n'y a pas une grosse prise de conscience, en tout cas aux États-Unis. Le premier gros couac, c'est la constitution de cette équipe-là, et finalement, le fait que cette équipe n'ait pas pu compter sur ses meilleurs joueurs. Le premier couac, il est là. Aujourd'hui, c'est quoi le constat? Aujourd'hui, le constat, c'est que le basket mondial est en train, mais ça fait déjà 15 ans qu'on le dit, en 2006, les Américains ont perdu quand l'Espagne a été championne du monde, déjà une 2002, première 2004, fois. 2006, ils perdent. Voilà, donc le basket mondial, avec de toute façon Bogdanovic, Fournier, Gobert, Batum, de plus en plus d'Européens, Patty Mills d'Australie, qui ont des rôles très très importants en NBA et qui commencent à être All-Star, MVP, en défense, etc. Je trouve que le basket mondial est en train de progresser. Évidemment, aujourd'hui, c'est pas se rapprocher du niveau des États-Unis, mais c'est quasiment avec une équipe américaine aujourd'hui constituée de All-Star, quand même, Middleton et All-Star. Joe Harris, quand même le meilleur shooter de la ligue. Enfin bon, voilà. Mais tu vois, Thomas me faisait des réflexions. Est-ce que Joe Harris est titulaire en équipe de France? Non. C'est peut-être le seul. Ah bah oui, mais ça en fait un quand Oui, même. oui, il est titulaire avec USA, c'est ça en fait. Ouais, c'est vrai. C'est ça en fait là. On aurait été une équipe de France maladroite à 3 points comme les 25 un jour, on a pris Cédric Ferchaud dans l'équipe. Il aurait pu l'être, mais là aujourd'hui, il n'y est pas. Ça, je pense qu'à la place de Cédric Ferchaud, j'aurais bien pris Joe Harris quand même. Bah déjà, moi j'aurais pris Michel Morandé. Moi à l'époque j'aurais pris Michel Morandé, mais après ça c'était les choix de. Refaisons le débat. C'était les choix de Francis Cabrel, enfin de Claude Vergeot, pardon. Commentateur de M6, ça quand même. Apparemment, on va pas. Non. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est le deuxième couac finalement de finir 7e. Après, voilà, c'est quand même Team USA, la Dream Team 92, Team USA, etc. La NBA. On peut pas autour de cette équipe-là, même avec les joueurs qui la constituent cette année, on ne peut pas envisager Team USA à une autre place que la première place d'une Coupe du Monde ou que des Jeux Olympiques, etc. Sur des grands rendez-vous internationaux. C'est dans la tête de tout le monde. Forcément, quand une équipe elle finit 7e de cette compétition-là, Team USA en l'occurrence, on est un peu déboussolé, on est en perte de repère. Mais quand vous regardez cette équipe depuis, tu l'as dit, face à la Turquie, mais même les 2 matchs d'avant, mais là, l'Australie en prépa. même contre le Japon, quand ils gagnent quasiment de 60 points, quand vous les regardez jouer, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire... Putain, mais face à la Serbie, ça vaut quoi, ça? Parce qu'ils n'avaient pas joué des grosses nations, quand même, sur le premier et le deuxième tour. Ils sont mis en galère contre des équipes de seconde zone. Non, mais ils sont mis en galère contre les Turcs, où finalement, tout le monde a dit mais ils sont tout pourris. Bah oui. Ils sont plus que prenables, ils sont pourris. Au-delà, ils sont pourris. Au-delà de l'analyse de OK, très bien, LeBron James n'est pas là, Kevin Durant n'est pas là, les meilleurs joueurs NBA ne sont pas là. Mais il y avait quand même pas des branques, tu l'as dit, au niveau il y avait un coach comme Popovic, le basket proposé, il est quand même dramatique. Aujourd'hui, en fait, la NBA, c'est manichéen, c'est-à-dire où tu mets les meilleurs joueurs, tu gagnes, tu mets pas les meilleurs joueurs, tu es incapable de faire 3 passes. Mais pourquoi? Parce que la différence entre les États-Unis et toutes les autres nations du monde, c'est le vécu collectif. C'est le fait que si cette équipe, c'était leur 3e ou 4e compète, je suis persuadé qu'ils auraient gagné. Parce que l'habitude de jouer ensemble, parce que les repères de chacun avec les autres, parce que la hiérarchie, ce qui n'a pas existé dans cette équipe, dans cette Team USA. Alors oui, Donovan Mitchell a plutôt flambé contre la France, on a vu des individualités sortir, mais tu as raison, il n'y a aucun jeu collectif, pourtant tu as potentiellement le plus grand coach qui a tenté d'installer des choses contraires à ce qu'est Team USA. Team USA doit défendre, doit courir et doit trouver des shoots ouverts. Ça peut être que ça. Et jouer avec un grand peut-être aussi. Et peut-être jouer avec un grand. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la réalité aujourd'hui, et Christophe l'a dit, c'est que l'écart s'est réduit, voire même. Mais maintenant, on les regarde tous dans les yeux. Moi, j'entends sauf lorsque LeBron est là. Lorsque KD est là, lorsque les individualités hors normes que propose la NBA sont capables de faire la différence dans les grands matchs. Je l'ai dit en preview, la Serbie au JO, l'Espagne en demi-finale, tu gagnes de 6 points en 2016. La finale en 2012, les Espagnols ils sont pas si loin. En 2008, ils sont pas si loin, avec des vécus collectifs très forts sur les équipes européennes et des équipes entre guillemets qui viennent petit à petit avec les stars et faire juste une compétition. Et tu arrives à gagner des défenses que tu ne retrouves pas en NBA. Bien sûr, mais des individualités que tu retrouves. Qui fait gagner Kobe, un des meilleurs joueurs de tous les temps? Qui fait gagner ensuite KD, un des meilleurs joueurs de tous les temps? Enfin, voilà, là tu n'as pas ce type de joueur-là et donc tu te fais châtier. Mais ça va pousser les Américains, Erwan, à refaire une remise en question et prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Les Américains depuis 92, la première Dream Team, jouent exactement avec la même identité de jeu. Énorme pression défensive, récupération du ballon, jeu en première intention, jeu rapide, et c'est comme ça qu'ils marquent tous leurs points. Et puis après, sur le demi-terrain, isolation, on donne la balle à certains joueurs et on fait la différence.
Ils ont toujours joué comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, les joueurs de Team USA, sur cette Coupe du Monde-là en tout cas, au niveau du talent, pas suffisant. C'est-à-dire que tu as des équipes européennes, dont la France, qui ont des joueurs qui ont quasiment le même talent qu'eux, voire même plus. Je suis désolé, Rudy Gobert, Miles Turner, Rudy Gobert. Enfin, moi, c'est mon avis en tout cas. Hein. Evan Fournier, Joe Harris, Evan Fournier. Bon, d'accord. Mais sur la Donovan Mitchell, d'accord. Voilà. En termes de talent, alors, déjà, et je trouve qu'aujourd'hui, Team USA, ils auraient pu finir à une autre place que la 7e place, à la seule condition, effectivement, c'est d'être collectivement beaucoup plus profilé, jeu FIBA, alors j'aime pas ce terme, jeu à l'européenne, pour moi ça veut rien dire du tout, jeu à l'européenne, je comprends pas ce concept, mais en tout cas, d'avoir un peu plus de vécu collectif, de savoir gérer des scénarios de match, de gérer des entames de carton, des fins de carton, etc. C'est là-dessus où ils sont, et ils se sont contentés de faire ce qu'ils font depuis des décennies maintenant, et aujourd'hui, en jouant comme ça, avec ces joueurs-là, ça ne passe plus, point final. Rendez-vous est pris en tout cas dans un an, j'attends avec impatience la future équipe définitive de Team USA. Alors t'as vu Jerry Colangelo ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'y aura pas de passe-droit pour ceux qui ne sont pas venus. Mais bon, on sait que déjà en termes, on sait que plus que tout, ils vont vouloir récupérer leur dû d'être la meilleure équipe du monde. Et puis on sait que même au niveau marketing, c'est quand même mieux pour Team USA de mettre LeBron James plutôt que Joe Harris. Hein. Alors vite fait comme ça, est-ce que tu as 2-3 noms que tu aimerais avoir dans cette équipe Team USA? Des nouveaux forcément, parce qu'il y a une forme de génération. Je pense pas sûr que LeBron y soit la saison prochaine. Je pense pas non plus. Il y sera pas. Donc KD reviendra à peine de blessure. Donc je pense que. Qui t'aimerais comme superstar? Steph Curry, vraiment qu'on a déjà vu, mais jamais vraiment en option numéro 1 avec Paul George. J'aimerais bien revoir Paul George. James Harden aussi. Faire des tirs à un pied. Faire des tirs à un pied qui travaillent. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir? Il met toujours un rookie ou deux, à voir si Zion peut-être rentrerait dans la danse. Donc à voir. Puis il va falloir qu'il s'arme un petit peu à l'intérieur. Donc on imagine que. Naturaliser Joel Embiid. Ils l'ont fait avec Hakim. Pourquoi pas? Je pense qu'ils vont aller quand même aller chercher des mecs pour regagner. L'or olympique a quand même une autre saveur que l'or d'une Coupe du Monde. Le village olympique aussi a une autre saveur. Mais ils y vont pas au village olympique. Oui, ils y vont pas, mais t'inquiète pas qu'ils vont quand même sur 2-3 bateaux. On a 2-3 histoires très sympas à Rio. Ils n'y vont pas, mais ils y sont quand même, hein, surtout dans les chambres. Enfin bref. Parfait. On a parlé d'Espagne, on a parlé d'Argentine, on a parlé de Team USA. Il est temps de parler de la France qu'on avait quitté la dernière fois sur la First Team avec un énorme sentiment amer dans la bouche après cette terrible défaite face à l'Argentine. On en a assez parlé, tout le monde en a parlé. On va pas revenir dessus. Fallait réagir. Face à l'Australie, qui nous avait battus après un match tendu qu'on avait laissé filer. Pour moi, on l'avait laissé filer. Et là, finalement, après un début compliqué, une deuxième mi-temps maîtrisée, il y a un Ando qui termine. Et enfin, on sauve les meubles. Andrew qui termine. Il y a Andrew qui termine aussi. Et on sauve les meubles avec cette médaille de bronze, Christophe. Ça va être délicat. Il va nous faire on est content ou on n'est pas content de cette médaille de bronze? En fait, c'est ça le vrai sentiment. Mais moi, j'en suis très heureux. Moi, je suis très heureux que la France puisse monter sur le podium. On fait partie depuis maintenant 2 Coupes du Monde. C'est pas un exploit, 3e, et puis rien autour. Tu vois, je commence à mettre des coups de coude. Non, mais c'est la 2e médaille de bronze sur 2 Coupes du Monde de suite, d'accord? Et surtout après un Euro 2017 qui a été catastrophique. Donc voilà. Le pire bilan à l'Euro 2017 depuis 20 ans. Voilà. Et donc il y a eu un travail de fait et aujourd'hui le résultat de la 3e place, elle est satisfaisante avec une qualification pour Tokyo. Pour les JO directs. Ok. C'est satisfaisant, mais tu sais, quand tu reçois ton bulletin, tu te rappelles, Erwan, quand tu recevais ton bulletin le samedi matin, que le samedi midi, tu n'osais pas rentrer chez toi. Tu essayais d'intercepter le courrier. D'ailleurs, depuis la 5e, ma mère, elle m'attend toujours. Hein. Tu mettais des billets dans la poche du facteur. Bon, bref. Ça reste satisfaisant, mais ça génère une grosse déception quand même. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est que... une compétition, elle se vit dans l'instant, on vit le présent. On a eu une opportunité, là, cette année, que peut-être... On n'aura plus jamais. On n'aura plus jamais. C'est d'être champion du monde, t'es pas d'accord? La Serbie, elle est déjà éliminée. Tu tapes Team USA, d'accord? Mais je suis d'accord avec ça. Ah bah voilà. Je suis d'accord avec ça, mais de dire qu'on l'aura peut-être plus jamais, c'est là où je suis pas d'accord. Je pense qu'on aura encore cette fenêtre. Ce qui est sûr, c'est que moi, là où je te rejoins, c'est qu'on a eu une fenêtre pour être champion du monde, on a une médaille de bronze. On sauve pour moi, cette médaille de bronze, on est évidemment content. On a vibré devant ce match qui nous a offert une deuxième mi-temps incroyable. Mais pour moi, cette médaille de bronze, finalement, on sauve les meubles. Et c'est en ça qu'il y a cette réaction d'Evan Fournier qui fait beaucoup réagir. Ouais. Certains disent qu'il a raison, certains disent qu'il en fait trop. Mais moi, je trouve que ce que fait Evan Fournier, dans une moindre mesure, un petit peu Rudy Gobert aussi par leur discours, ils sont en train d'inculquer quelque chose de nouveau en France. Moi, j'en ai marre qu'on célèbre des places d'honneur. Cette médaille de bronze, ça reste
une place d'honneur. Moi, j'ai encore l'image de ces champions du monde au Japon où la France finit 5e avec Aymeric Janot et tu as des photos dans les vestiaires où on est content de finir 5e. Tony Parker, il a amené à cette équipe de France quelque chose de nouveau. Ça faisait des années que cette équipe de France-là ne gagnait rien. Il y avait eu les JO 2000 qui ont été un exploit. C'est même pas un épiphénomène. Voilà, un épiphénomène qui ont été suivis de rien derrière. Avec la génération Parker, on s'est remis à prendre des médailles, à être sur les podiums et avec un titre. Je ne vais pas dire seulement, mais un titre de champion d'Europe. On avait, souvenez-vous, on bat l'Espagne en demi-finale, on fait une finale contre l'Espagne avec Joachim Noah. Tout le monde dit que c'est la meilleure équipe de France de tous les temps. On la perd et on se fait démonter sur cette finale. Est-ce que cette équipe de France, finalement, Evan Fournier, il n'amène pas, dans la continuité de ce qu'a fait Tony Parker, un cran super en disant je veux plus les places d'honneur. Moi, ce que je veux, c'est gagner. T'as raison, je pense, et je vais dissocier deux trucs complètement différents. Evan a raison d'avoir ce caractère. Parce qu'il est comme ça. Moi, ce qui m'embête, c'est quand les gens surjouent. Evan, il est comme ça. Il est à la 3e place. Il n'a qu'une chose en tête, c'est cette foutue demi-finale qu'il a complètement ratée, qu'ils ont complètement ratée collectivement. Donc, il l'a en travers. Donc, ça, cette réaction, c'est clairement une réaction d'ADN de champion. Bravo Evan d'être comme ça. Il n'y a personne qui va le critiquer. Alors oui, ça faisait un contraste assez incroyable avec tous les autres. Mais voilà, il est comme ça et il ne peut pas mentir. C'est ce qu'il dit dans son message. J'ai aucun problème avec ça. Maintenant, il y a une autre lecture. Il y a la lecture qu'est-ce qu'on en attendait de cette compétition et quel était l'objectif. Moi, j'en attendais un quart de finale et pourquoi pas un exploit. Réussi. J'attendais une qualification hypothétique au JO. Réussi. Satisfaisant. Moi, je mets à cette compétition 16 sur 20. 16 sur 20, malgré l'énorme désillusion contre l'Argentine, mais qui est notre ADN. Peut-être que ça changera l'année prochaine avec les JO, peut-être que ça changera avec cette génération, mais notre ADN en France, dans le sport, c'est de faire l'exploit et de se faire taper par moins fort, entre guillemets, derrière. Justement, c'est comme ça. Et c'est difficile. Est-ce que ce discours d'Evan Fournier, quelque part, qui est bien pris par certains, ou d'autres disent bon, non, quand même, est-ce que finalement, c'est pas quelque part commencer à aller vers quelque chose de nouveau et qu'on arrête de dire c'est enfin français, c'est français ça, on fait l'exploit, on perd. Est-ce que finalement quelque part d'avoir un Guamer de cette médaille, c'est pas amener un esprit nouveau. Si, t'as raison ça. De se faire quelque part du minimum. D'avoir Erwan comme président. Voilà. Tire toujours vers le haut. Non, vers l'excellence. En plus, il est vierge. Et nouvelle. Ça fait 3 ans, donc vraiment tu reviens vierge. Oh non. Il est vierge. Il a raison. Moi, ce matin, je lisais un truc, sans vouloir en faire trop, d'Albert Camus qui donnait la... Non, mais on est sur la partie ici. Non, mais qui donnait la définition... Le présentateur, c'est même pas lire, tu dis sur Albert Camus, c'est bon. Qui se posait la question de qu'est-ce qu'un homme. Un homme, il dit d'une phrase qui est très simple, un homme, ça s'empêche. Ça ne tombe pas dans la démesure. Le comportement d'Evan, sur le podium, avec sa médaille, ça lui appartient. Ça le regarde. Absolument. Et je pense que nous, on n'a pas, et on doit s'interdire à un moment donné d'interpréter le comportement des... Alors, comportement de champion, j'en sais rien. Est-ce que parce qu'il a ce comportement-là, ça fait de lui un champion? Et Hervé Vin, c'est un mec comme Zidane, si tu veux, qui est un taiseux, où il n'y a jamais une émotion sur son visage, parce qu'il est comme ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas un champion. On n'a pas à juger de ça. On n'a pas à dire oui c'est bien, oui c'est pas bien, oui quel mauvais image. Avoir ressenti. Ça n'a rien à voir. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Tu as même le droit d'avoir un avis, mais tu le gardes pour toi. Enfin bon, moi, Christophe, une émission, si je garde mes avis, on est dans la merde. Tu sais, Christophe, un peu notre boulot. Avant la Coupe du Monde 98, les Français en Coupe d'Europe, quand ils faisaient une demi-finale, c'était presque une victoire en soi. Et on a grandi comme ça. Oh, demi-finale, c'est bien. Et dans le basket, ça arrivait pareil. Et toi, et même les futurs joueurs de l'équipe de France, au foot aujourd'hui, maintenant, s'ils ne sont pas champions du monde, ils sont déçus. L'Euro, quand tu perds en finale, tu es déçu. Et au basket, oui, il faut du temps. Mais au basket, ce que tu es en train de faire, Evan Fournier, les jeunes basketteurs, les futurs, mais même je te parle dans 15-20 ans, les mecs qui voient ça, ils disent ah ouais, en fait, si t'es pas champion. En fait, tout ce que tu fais, c'est pour être numéro 1. Et je trouve que c'est le message, il est bon d'Evan. Donc je termine mon argumentation. Vas-y Albert Camus. T'éviteras de me couper la parole la prochaine fois. Ah, t'es chez la First Team, frère. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un processus. Alors, c'est pas le comportement d'Evan un peu agressif comme ça. Je me satisfais pas de la 3e place. Je suis venu ici pour l'or et j'ai le droit d'être frustré, bien sûr. Est-ce qu'il sera suivi ? On anticipe les JO de Tokyo. Bien sûr que cette équipe de France est en train de construire. C'est un processus. On parlait du football. Avant le titre mondial de 98, il y a eu des demi-finales de Coupe du Monde perdues avec Platini, etc. Il y a eu une non-qualification pour les États-Unis à l'époque, en 90. Et avant, il y a 90, on n'y va pas non plus. 94, pardon. 94, 90, on n'y va pas non plus. Donc c'est un processus. Cette équipe de France, depuis 10 ans, elle récolte des médailles. Elle a été championne d'Europe, 2 médailles de bronze en Coupe du Monde. Elle a fait médaille d'argent championnat
d'Europe, etc. Ça fait 10 ans qu'on a des médailles quand même. Oui. Bon, c'est un processus. Donc je pense que le comportement d'Evan, moi ce qui m'inquiète, enfin ce qui m'interroge, ça ne m'inquiète pas, ce qui m'interroge c'est pas est-ce qu'il a eu raison ou tort d'avoir ce comportement-là, est-ce que les autres ont eu raison ou tort de célébrer une médaille. Je pense qu'effectivement, si cette équipe de France doit progresser, c'est dans cette notion d'agressivité, dans le mental, dans le psychologique. Tu sais que le psychologique, on fait référence à la personnalité de l'individu. Le mental, c'est la préparation mentale. C'est pour préparer un grand événement. Mais le psychologique, c'est la personnalité de chaque individu. Evan a une personnalité de type vert, c'est un taiseux, normalement, oui, c'est un taiseux, et c'est effectivement quelqu'un qui intérieuse énormément de choses, mais je pense que cette agressivité, c'est ce qui manque à l'équipe de France aujourd'hui. C'est vrai. Mais vraiment, de dire, tu vois le mur, tu vas mettre un coup de tête dedans, et puis tu vas passer au travers. Tu sais, pour moi, cette campagne... Ben ouais, mais les Argentins, étaient comme ça. Tu sais, pour moi, cette campagne, c'est cette génération-là, autour de Rudy, d'Evan, avec Nico, qui est un peu plus vieux, qui s'émancipe complètement de la génération 82, Boris Dio, Tony Parker. Et quelque part, je te dis, je trouve ça archi positif, moi, de dire, voilà, on arrive derrière une génération qui a gagné beaucoup de choses, mais finalement qui a été qu'une fois sur la marche du podium. Et nous, et je pense qu'Evan, même si il y a JO direct, il y a une breloque, tu te dis, il y avait cette fenêtre-là et on aurait dû au moins aller en finale. Non, mais donc du coup, ça, c'est vivre aussi dans le passé et regretter ce qu'il s'est passé. La réalité des choses, c'est qu'il faut se servir de cette compétition. Pour moi, qui gagne le bronze, c'est fort. Non, mais moi, j'aurais adoré. Mais bien sûr, surtout vu la physionomie du match, tu dois le perdre. On est cata sur 6 cartons entre la demi et la finale de la 3e place. Et par le biais d'autres gens, parce que c'est pas Evan qui te remet dans le match, c'est Nico Batum qui sort comme ça. D'ailleurs, on a vu une petite déclat de Rudy Gobert. N'hésite pas, Polo, à la remettre. On va la prendre. Moi, j'avais besoin d'être conforté dans pas mal de questions que j'avais avant la compétition. Le caractère, la défense, le profil des types, l'orgueil, et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Donc, n'hésite pas, Polo, à me mettre la petite déclat à plein pot. On va la prendre parce qu'elle est intéressante, parce qu'il parle d'orgueil. Alors, c'est Nico, ça, alors. Nico, on a un double sentiment. On a fait un non-match dans cette compétition, et c'est dommage parce qu'on voulait l'or. Mais on est quand même content, on a obtenu une belle victoire d'équipe. 7 médailles, c'est très bien pour le basket français, le staff, les joueurs. C'est au-delà des 12 qui sont là. C'est une nouvelle ère pour cette équipe et c'est bien pour elle. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est qu'on a ce petit sentiment, cet énorme sentiment d'échec sur la demi-finale, mais globalement, ce qu'on a démontré, c'est hyper satisfaisant parce qu'on a réussi à créer un collectif, une identité, une hiérarchie, des leaders donc du coup, c'est hyper satisfaisant. Tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu aurais pu gagner une médaille de bronze en faisant des up and down, en étant en ric-rac sur certains matchs, en ayant une défense pas ouf. De manière générale, le basket proposé des deux côtés du terrain par cette équipe-là, pour moi, ils font un mondial de très haut niveau, de très haut niveau. Même quand ils perdent contre l'Australie dans un match d'attaque, ils sont très vite adaptés en disant non, sur l'attaque c'est pas notre jeu, on revient en défense. On a failli gagner. Voilà, c'est ça. Non mais après il y a cette demi-finale qui encore aujourd'hui est inexplicable. Bon bref, on peut l'expliquer quand même, Erwan. Tu sais, alors ça reste qui passe. Non mais ça reste un paramètre quand même. L'équipe de France, elle a énormément voyagé aussi sur ces matchs couperés. Et crois-moi, pour avoir fait quand même des heures de bus, des heures d'avion, etc. Quand tu arrives comme ça fatigué pour une rencontre aussi importante face à une équipe rugueuse comme celle de l'Argentine, qui elle a eu quand même un jour de repos supplémentaire en fin de tournoi. On est sur une demi-finale, on n'est pas sur un premier match ou un deuxième match de première phase. Le paramètre récupération et le contexte dans lequel a été mis l'équipe de France entre faire je sais pas combien de milliers de kilomètres et d'heures d'avion et de bus pour jouer contre les États-Unis. En fait, ils l'ont payé cette fatigue contre l'Argentine. Je pense aussi que le contexte de cette demi-finale, ça peut être une excuse. Moi, je suis pas d'accord. Pas une explication. Non, mais pas une excuse, une explication. Parce que les excuses, je suis pas trop pour les excuses. Tu sais, mais une explication. Tu sais, dans 2 ans, quand on reparlera du match, les temps d'avion, les temps de train. Moi, je suis désolé de vous dire, c'est un facteur évident qui existe. On est obligé de le prendre en considération. Vous savez pourquoi on perd ? Parce que les joueurs, et c'est une réalité, étaient dans le même état d'esprit que nous. Contre les États-Unis, contre l'Australie, contre la Lituanie, les matchs d'avant, je nous vois tous. À 1h du match, je bouillais. J'étais là, oh putain, on va en découvrir. Et je suis persuadé que les joueurs étaient pareils. La demi-finale, après l'émotion suscitée par le quart de finale, on était dans un truc où, l'Espagne est en finale,
on va jouer l'Espagne. On était tous sûrs qu'on allait passer. Et moi, le match, l'entame de match, la non-réaction, la non-orgueil dans ce match-là, le fait qu'on se soit fait casser la gueule de bout en bout. Alors oui, il y a un facteur fatigue, mais je crois que c'était totalement, d'un point de vue psychologique, c'est que nous étions sûrs d'aller en finale. Et ça, dans le sport, et encore plus quand on est français, et ben à la fin, tu te fais niquer. Voilà, moi, pour moi, c'est le facteur le plus important. Et je suis le premier à le dire. Malgré les discours de chacun, attention, Vincent Collet, bon, déjà, il l'a déclaré en conférence de presse, donc je suppose qu'avec ses joueurs, évidemment, qu'il a tenu le même discours. Ça sera beaucoup plus dur contre l'Argentine que contre les Américains. Discours qu'il a tenu. Et ils ont préparé le match comme ça aussi. Mais un discours, c'est pas une réalité. Tom, tu sais très bien, il n'y a pas qu'un seul paramètre. On parle de cette fatigue générée par les déplacements incessants, ce qui est pour moi d'ailleurs, en termes d'organisation, ridicule d'avoir mis les 4 meilleures équipes du tournoi dans ces conditions-là. En tout cas, pas sur le même pied d'égalité. Ça, c'est la responsabilité des organisateurs de les mettre sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas que le paramètre physique lié à la récupération, etc. Technico-tactique, il y a plein de choses, partout. Psychologiquement et tout. Ouais. Moi, la frustration, et c'est pour ça que je dis c'est satisfaisant, mais quand même, il y a un truc qui passe pas, c'est... Et je laisserai le soin aux gens qui ont vécu la compétition en interne de pouvoir y réfléchir. C'est pas à moi de me positionner là-dessus. On a perdu face à l'Argentine en se faisant casser la gueule. Et ça, tout le monde le dit. Hein. Dans l'interview d'après-match, tout le monde dit ça. Les joueurs disent ça. Voilà. Je peux accepter de perdre. Sur un tir Ave Maria, mais en faisant un grand match de basket. Et en tout cas, sur cette dimension-là, du combat, parce qu'on parle de combativité, d'agressivité, sur cette dimension-là, on se doit, entre guillemets, d'être face à notre adversaire sur le même niveau. Voilà. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce qu'on disait sur Evan. La réaction qu'il a eue sur le podium, moi je trouve qu'elle est plutôt positive, d'accord ? Et que j'espère qu'à Tokyo, dans 9 mois, l'équipe de France, il n'y aura pas qu'un bonhomme comme ça, il y en aura 12. Mais je pense que je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le message est passé. Andrew est comme ça. Et ce qui est bien, c'est que dans 9 mois, comme tu dis, un peu 10 mois plutôt, c'est en août prochain, c'est que la France sera aux Jeux Olympiques avec cette nouvelle génération. Et il y a quand même plein de gages de satisfaction. On a vu un Franck Ntilikina quand même faire quand même une Coupe du Monde très consistante du début à la fin. Il y a eu quelques passages à vide, mais il y a quand même ces 2-3 gros tirs face à Team USA. Il a été installé sur le poste de meneur. Il y a Andrew dans la rotation qui fait une Coupe du Monde très solide. Alors malheureusement, à l'année prochaine, je pense qu'on peut imaginer le retour de Thomas Hurtel. Donc il y aura peut-être, quoique cette année, Vincent, il voulait partir avec 3 meneurs. Cette année, Vincent voulait peut-être partir avec 3 meneurs. Donc on imagine que sur le poste de meneur, finalement, on a quand même déjà des mecs installés avec le retour de Thomas Hurtel qui va amener d'autres choses que Franck et Andrew n'amènent pas. Donc on a 3 profils différents. On a peut-être Sekou Doumbouya, on va voir sur le poste 4, on va voir sa saison NBA si les Pistons le libèrent. Mais en tout cas, on peut amener un peu de fraîcheur. Et puis surtout, on a ce vécu collectif. L'option numéro 1, c'est Evan. Evan et Nando en attaque, Rudy, Poirier qui fait aussi une très bonne Coupe du Monde. Cette équipe-là, elle est très jeune. Et en plus, ça sera la dernière de Vincent Collet, sa dernière campagne. Oh, tu t'avances là. Erwan, quels sont les joueurs absents lors de cette Coupe du Monde? Si on revient sur cette identité un peu d'agressivité, de combativité, des mecs qui vraiment vont y aller. Les joueurs absents qui pourraient apporter ça et qui n'ont pas fait la Coupe du Monde. Tu penses à qui? Moerman, bien sûr, qui a manqué. Moi, j'ai fait 3 campagnes avec Léa Prime à l'époque et je peux vous dire que Adrien, vous le mettez dans cette équipe-là. Donc, il faut sortir un joueur. C'est soit Louis, soit Matt. On en reparlera. On laissera au sélectionneur de faire son choix. Mis à part Adrien, il vous manque qui? Thomas Hurtel. Thomas qui n'a peur de rien. Thomas contre l'Argentine, tu vois, mettre 2-3 filoches derrière les pick and roll. Et de prendre feu quand Evan et Nando passent au travers, qu'on ait un mec. Quand ils sont ciblés même. Juste quand ils sont ciblés. On les a vus, des fois on a reproché un petit peu à Evan et à Nando de forcer par moment, un peu plus à Evan, mais parce que peut-être aussi il n'y avait pas de mec capable de prendre feu derrière. Donc c'est vrai que Thomas il a ce truc-là derrière les pick and roll. Donc moi je pense, après on va voir la saison qui s'écoule, pourquoi pas un retour d'Antoine Dio. On va voir en Euroleague ce qu'il va faire, mais Antoine, en tout cas, il a cette fibre. Il part avec du retard quand même. Beaucoup, mais on va voir. Edwin, on va voir ce qu'ils vont faire. Les joueurs qui étaient installés cette année, vous savez, tu sais, toi, Erwan, blessé, pas blessé, méforme, t'as joué, t'as pas joué, t'es en confiance. Bon, la saison est longue, il peut se passer énormément de choses. Ce que je trouverais dommage, c'est qu'effectivement, je pense que là, on a assisté à une naissance
par rapport à l'Eurobasket, qui a été catastrophique. On a assisté à une naissance. C'est que cette équipe de France a performé, elle a ramené une médaille. Ça serait dommage que pour Tokyo, on chamboule tout. C'est combien d'équipes à Tokyo? 12, donc honnêtement, et puis moi, ce qui m'excite terriblement, c'est que quand j'ai vu cette équipe de France à cette Coupe du Monde-là, quand j'ai vu les états d'esprit, quand j'ai vu les gros matchs qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des gros matchs, Lituanie, Australie 2 fois, l'Argentine en fait partie, des gros matchs, on est passé à côté, mais c'était un gros rendez-vous. Je me dis que cette équipe de France, là, sur une compète à 12, eh ben moi, maintenant, je me dis, cette équipe-là, vas-y, on veut les voir en finale. Et on peut le dire. Oui, non, mais après, oui, on peut le dire. Mais voilà, mais il faut le dire. Mais on le dit, on est là pour ça. Il faut le dire. Moi, j'ai vu encore, juste avant de jouer contre Team USA, ils ont à peine 20-30% de gagnés, etc. Mais il faut arrêter avec cette mentalité de dire, nous, Français, effectivement, si on accroche un podium, mais mon Dieu, que c'est bien et tout. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a amené la preuve qu'on était capable de jouer tout le monde les yeux dans les yeux. Alors forcément, si Team USA l'année prochaine, ils viennent avec une équipe monstrueuse, on les jouera. mais bien sûr qu'ils les auront. On leur fera une petite zone. On jouera à 7, on mettra des grenades piégées sur le terrain, mais des pièges à loups. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe de France, elle est compétitive et qu'aujourd'hui, elle fait partie des meilleures et qu'il faut se positionner comme telle. Voilà. Elle est compétitive, mais moi, j'ai quand même des choses qui me font dire que nous ne pourrons pas être sur le toit du monde un jour. Parce qu'il manque un truc primordial dans cette équipe, c'est un truc très simple dans le basket, c'est l'alternance, les amis. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a trouvé Evan en leader extérieur, leader d'adresse, leader de pick and roll et ainsi de suite. C'est vrai que Nando, exactement dans le même profil, est notre deuxième dans la hiérarchie, dans l'adresse, dans la création, dans le machin, dans le truc. Qui doit être la troisième personne? J'aurais adoré que Nico fasse la deuxième mi-temps qu'il a fait contre la Serbie, évidemment, contre l'Argentine, il l'a dit. D'Australie. La deuxième mi-temps de la Serbie, excuse-moi, de l'Australie pour la troisième place contre l'Argentine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était à lui de prendre le leadership. En tout cas, on aurait dû voir notre capitaine et tenter des choses, tenter des shoots, tenter des passes, tenter des décalages, tenter d'être mieux en défense et ainsi de suite. Il n'a pas réussi. Donc, moi, la question que je me pose, c'est dans 9 mois, là, quand il y aura le nouveau rassemblement, qui sera la troisième option? Nous n'avons personne, je dis bien personne, à l'intérieur sur lequel on peut compter en attaque. Tu parles du poste 3 ou à l'intérieur? Je parle d'alternance. Est-ce qu'on peut attendre de voir ce que va donner Vincent Poirier chez les Boston Celtics? Moi, j'ai en train de... on l'a reçu. Donc, Vincent Poirier, au JO 2020 de Tokyo, pour l'équipe de France, sera devant Rudy Gobert. Troisième option? Non, c'est pas... Donc, je vais continuer. On parle d'alternance. L'alternance, pour moi, c'est qu'il faut une troisième arme offensive à l'intérieur, ce qui était Moerman sur le poste 4. Oui, mais Moerman qui peut pick and pop shooter. Tu lui donnes pas la balle pour... Tu veux un crash bas? Moi, j'ai besoin, et dans le basket... Moerman, il va courir sur le jeu rapide, moi, j'ai vu la prépa, j'ai vu tous les matchs. Oui, mais voilà, exactement, j'ai vu la prépa. Il a pas de système pour mettre à 3 points. Mais c'est le rôle aussi du coach. Oui, mais c'est pas son... Est-ce que le profil d'Adrien Martin, prendre la balle en bas et de jouer les trucs, c'est pas ça son rôle. Tu parles du post-up? Non, mais je parle de l'alternance. Et pour moi, l'alternance dans le jeu, c'est qu'on est capable de extérieur-intérieur, driver avec des extérieurs, c'est capable de foutre la balle poste bas. Pourquoi on gagne contre les États-Unis? Parce qu'on a un ancrage bas hyper dominant. Alors certes, et Polo a raison de le répéter à chaque fois qu'on a vu des matchs, Rudy Gobert jouait contre des postes 3, il les a désossés. Mais si on n'a pas Rudy Gobert aussi dominant, on passe pas. On est dans une fin de match, machin, et je suis persuadé qu'on passe pas parce qu'il te provoque des fautes en attaque, il te provoque des lancers francs, il provoque beaucoup de choses, et il décante beaucoup de choses et il est dominant en défense. Et aujourd'hui, Rudy Gobert, on l'a vu contre l'Argentine, on l'a vu contre l'Australie, n'est pas capable, voilà, c'est comme ça, il n'est pas capable de prendre la balle, de faire des petites basses, d'aller chercher des fautes, et ainsi de suite. Et tant qu'on n'aura pas cette troisième arme qui te provoque de l'alternance, c'est pas faux. C'était Boris Dio. Et ben ma sensation, je te dis pas qu'on peut pas aller chercher une médaille au jeu, je te dis pas qu'on n'est pas capable de faire des grands matchs. Gagner. Je te parle de gagner. Les grandes équipes, elles gagnent avec de l'alternance. Marc Gasol, Pogazol avant. Bon, les États-Unis c'est un peu compliqué, mais la Serbie avec Jokic, ils vont chercher des médailles parce qu'ils ont Marjanovic, Radudica à l'ancienne. Voilà, c'est la réalité du basket. Il y en a un qui a dominé. Il y en a un qui a dominé le championnat de France, qui a fait aussi sur les fenêtres internationales. Mais oui, sur les fenêtres internationales qui a été très bon aussi, c'est Mustapha Fall. Oui, c'est quoi son prénom? Qui ça? Schmitt, là, qui jouait à Charleville. Non, à Gravelines, là. Hein? Schmitt, on se souvient pas qui avait fait une campagne. Pas Manu Schmitt. Steph, il va trouver. Ouais, ah merde! Pas nous dire Schmitt, qui après il s'est blessé au dos, là. Claude Bergeau l'avait pris, il a tenté des coins. Ah oui, ouais. Bref, bon, c'est pas grave. Bref, ça va me revenir. Mustapha Fall.
Mustapha Fall est un joueur dominant dos au panier. On l'a vu, face aux Russes, il a 28 points, je crois, à 10 sur 11 au tir. Mustapha Fall, avec ça, comme ça. Dans sa capacité à ressortir des ballons pour faire jouer un peu les autres, après avoir fixé la défense sur lui, il est capable aussi, surtout que c'est un joueur maintenant qui évolue à l'étranger, donc il a une approche aussi du basket FIBA, autre que sur le territoire français, qui peut être intéressante. Peut-être que lui, ça peut être... C'est celui qui était à Chalon-sur-Saône. Oui, pas Youssoupha. Pas Youssoupha. Non, Youssoupha, non. Youssoupha qui est plus un athlète qui courait tout ça. Oui, Mustapha, c'est je te file la balle, défensivement, Mustapha, tu peux lui donner la balle dessous. D'ailleurs, Chalon-sur-Saône, quand ils sont champions de France, c'est quand même le casse-tête pour toutes les équipes. Et jusqu'en finale et jusqu'au titre, ça a été comment on défend sur lui. Nous, on l'avait vu à Nanterre. Il avait été incroyable. Il avait été incroyable. Mais c'est vrai que c'est un profil comme ça, alors pourquoi pas lui? Alors donc du coup, vu le morphotype de notre équipe, il serait derrière Poirier, il serait derrière Rudy. Rudy, il est primordial, évidemment, dans cette campagne défensivement, dans l'impact, au rebond. Ou de Mathias Le Sort. Absolument, ou de Mathias Le Sort, exactement. Donc ça te permet d'avoir un profil différent, et je pense sincèrement qu'on a besoin d'un autre profil. Alors, l'idéal, ce serait qu'un poste 4 émerge d'ici là. Alors, je pense pas à Sekou, parce que Sekou, il n'est pas du tout comme ça. Non, un 3-4 shooter externe. Exactement. Alors, il faudrait qu'un mec émerge comme ça, c'est en 9 mois là. C'est très improbable, mais voilà, je pense que c'est ce qui nous manque pour aller chercher la médaille d'or. Et Doumbouya, il devrait être le successeur de Nico Batum en équipe de France. Un peu, ouais. Malédon va arriver aussi, là on parle déjà de Paris 2024, c'est cette équipe-là, parce que on aura le temps de faire Doumbouya et tout à Tokyo... moi je serais peut-être déjà parti, mais... je serais encore invité, c'est royal. Tu prendras peut-être ma place, je te dis, moi. Il va falloir que je t'invite alors. Ça va être pour moi la cantoche à midi. Non mais ce que je veux dire, voilà, là on parle de 2024 et pour Tokyo ça sera un peu trop court, je pense. Non, il faut que cette équipe-là, avec un ou deux joueurs supplémentaires, à mon avis, pas plus, retour d'Adrien et le retour de Thomas Hurtel, en gardant Albissir et... le problème du retour de Thomas, c'est qu'il change aussi complètement de l'équipe. C'est-à-dire que si tu as Thomas Hurtel, Evan Fournier dans le Docolo dans le désordre, tu as quand même 3 joueurs à vocation hyper offensive et plus un mec est capable d'arrêter un gars en face. L'avantage d'avoir eu Franck et alors Andrew a été magnifique dans la compétition. Pardon, tu pars avec 3 postes 5, 3 meneurs de jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui va finir les matchs. Thomas Hurtel, s'il n'est pas sur le terrain à la fin du match... Après, tu prends les vérités du match. Qui est bien sur ce match-là? Regarde ce que fait le Real Madrid, quoi. Regarde ce que fait le Real Madrid en Euroleague. Il joue à 12, le plus gros temps de jeu, c'est 25 minutes. Il n'y a personne qui prend 35. Mais là, en équipe de France, c'est pas ce qui s'est passé. Là, on a 2 leaders, et après, tu as des mecs largement en dessous. Écoute, de toute façon, on aura le temps pendant toute la saison de voir un petit peu comment les Français se comportent, de voir qui peut peut-être intégrer un invité surprise cette équipe de France en vue des Jeux Olympiques qui se passeront, on le rappelle, à Tokyo en 2020. Et forcément, on fera des previews. On espère même avoir des émissions quotidiennes, on vous en parlera. Le temps voulu. C'était un plaisir, Christophe, encore de t'avoir. Ah ben oui, maintenant il y a shooting à Malakoff. Il y a shooting à Malakoff. Un lundi matin. On marque qu'on joue en coupe demain. On joue en coupe demain. Absolument. Tout à fait. On n'a pas présenté le 5 de la compétition, on devrait finir. Ah ben là, très bien, bravo. Tu vois, je l'avais trouvé. Alors le 5 de la compétition, vous me dites ce qui vous choque. Rubio, Bogdanovic, Fournier sur les ailes, Scola, Gasol, Nando, meilleur 6e homme, forcément. Là où on peut débattre, c'est pas de Patty Mills. Est-ce que cette équipe bat Team USA? Pas mal l'équipe. Clairement. La vraie question, c'est pas de Patty Mills. Bogdanovic, alors il finit 5e, la Serbie. Lui, par contre, il fait individuellement un tournoi exceptionnel, un pourcentage à 3 points fantastique. Il a été l'un des seuls Serbes vraiment irréprochables dans le comportement. Bon, après, il n'y a pas Patty Mills qui finit 4e, donc après, il a le lancer franc qui rate pour aller en finale. Voilà, on peut débattre, mais pour moi, ça se tient. Ouais, il rate un lancer franc pour aller en finale, d'accord. Enfin, je veux dire, Bogdanovic, quand tu parles basket, s'il n'est pas dans le 5 meilleur de la compète, je veux dire, on parle pas basket, alors, on parle qui on sort, alors basket. Mais tu fais Bogdanovic, Patty Mills? Patty Mills, c'est sorti, il finit 4e. Il n'est pas sur le podium. Evan et médaille de bronze. Bogdanovic, Bogdanovic, pour moi, c'est quand même un cran en dessous, quoi. C'est quand même juste le leader potentiellement de la meilleure équipe du tournoi, même si effectivement elle est éliminée en quart. Oh la vache. Bogdanovic? Non, les Serbes. Ah, moi je parle de Bogdanovic. Non, mais les Serbes, là, il nous fera une deuxième émission pour en parler. Parce que c'est pareil, les Serbes. Dès que tu mets un petit grain de sable, là, il y a tout le monde qui... Mais là où je te rejoins, c'est que Bogdanovic, pour moi, est le meilleur joueur intrinsèquement de la compétition. Évidemment, des stats, il a plus de 22 points par match. C'est énorme. Des tirs. 5e, des tirs extraordinaires, un impact physique, il est en pleine possession de ses moyens. Et pourtant, on en fondamentaux, Tom, on disait fondamentaux. Mais bien sûr, il est incroyable. Donc,
ça me choque pas qu'il soit dans le 5, mais j'aurais quand même récompensé Patty Mills qui va en demi-finale, quoi. Au bout d'un moment, le résultat collectif doit primer lorsque tu fais un 5 majeur. Dites-nous dans les commentaires C'est compliqué, ta tête là. Si vous auriez mis Patty Mills, Bogdanovic, Fournier, je sais pas, dites-nous dans les commentaires. Le seul truc avec l'Australie, c'est que Patty Mills, Della Vedova, Ingles. Ces 3 joueurs quand même qui ont tenu leur équipe. Alors Patty Mills dans le scoring évidemment, mais Della Vedova aurait pu aussi être dans le 5 majeur si l'Australie avait été en finale. Par exemple, Della Vedova, parce que maître à jouer, défend comme un chien pendant 40 minutes, se jette partout, même dans les vestiaires, il a dû se jeter sur quelque chose, tu vois. Et Ingles qui a été aussi très fort. Et je trouve que Patty Mills, il n'est pas vraiment au-dessus. Ouais, mais c'est lui qui finit les matchs quand même. Ah, il met quand même. Il met les ça pour moi, c'est quand même contre les Français hier, il a encore mis ce shoot dans le coin là-bas. Il est fort. Moi, j'ai un. Non, mais ce 5, il me va. Moi, je suis un peu circonspect sur ce coup-là. Je l'aurais pas mis dans le 5 de la compétition. Mais écoute, chacun ses choix, hein, d'accord. Évidemment, Louis. De toute façon, la FIBA est corrompue. Non, mais alors, on va dire que c'est une blague, évidemment. Évidemment, ce coup-là, énorme sur cette Coupe du Monde. Voilà, c'était un plaisir de faire des débriefs, de suivre cette Coupe du Monde avec vous, les amis. On se retrouve, nous, pour parler basket dans quelques dizaines de jours pour faire les previews NBA. Il va falloir commencer à s'y mettre, rebasculer sur ce championnat qu'est la NBA et qu'on attend avec impatience tant la free agency nous a donné l'eau à la bouche. Christophe, merci beaucoup. Merci à vous les gars. Allez Malakoff. Allez les Spartiates. Allez les Spartiates de Malakoff. Fais-nous monter en N3. Hein. Ah ouais, il y a pas de. J'ai la pression là. Ah, tu as intérêt à avoir la pression. Sinon je te coupe en février, moi. Ça va te coûter cher. Je vais finir cette émission parce qu'on a oublié pendant toute la compétition. On a quelques annonces. Alors je voulais juste vous rappeler qu'il y a un maillot d'Evan Fournier du Orlando Magic à gagner sur les réseaux. On va le remettre. On va donner, je pense, le nom dans la semaine. J'ai pas de jour précis parce que Tom, tu sais qu'on va le donner dans la journée. Ce soir, on vous donne le nom du gagnant. Je pense que lui, ce sera sur Twitter. Il y a aussi un NBA 2K20 à gagner, lui ce sera sur Instagram. Et le dernier truc qu'on voulait dire, c'est qu'on va à Boston à la fin de l'année, en fin février. Fin février, on va voir Houston Rockets, Boston Celtics, donc du 27 février au 2 mars, je crois de mémoire. On sera en loge, on sera tous ensemble. On prévoit de faire un dîner tous ensemble pour parler de NBA. Donc ça va être vachement bien. Ouais, si ça vous dit, n'hésitez surtout pas à venir avec nous, à prendre une place parce que ça part très très vite. Et puis voilà, moi j'ai jamais regardé. Je vois plus tôt, c'est dommage, quoi. Ce week-end-là. J'ai jamais regardé un match en loge. Je suis persuadé que vous non plus, donc n'hésitez pas à venir avec nous. C'est tout prévu. Hein. Boudou il prendra. Voilà. Donc pendant que nos amis rigolent de la ville magnifique de Puteaux, eh bien n'hésitez pas à prendre vos places sur Sport US Travel. Et puis on partira vivre le rêve américain, le rêve de NBA tous ensemble. Voilà. Tout à fait. De toute façon, maintenant c'est plus un rêve, c'est une réalité. Ouais, allez, voilà, sur ces bons mots, on vous salue, on vous dit à très vite. Ciao, ciao, la First Team.